Vous ne savez pas ce qui est arrivé au fils aîné de Kermateman Brass? Ah, ça, c'est triste. C'est ce qui arrive à ceux qui manquent de respect envers les morts. Eh oui. Eh oui. Je ne saurais vous dire au juste combien il y a de temps de ça. Toujours est-il que Louis, le fils de mon oncle Jean, s'était engagé à fournir quelques bottes de paille à un hôtelier de Pontrieux. Cette paille, il l'avait lui-même achetée au manoir de Kermateman Brass, à Pédernec. Il s'entendit avec les jeunes gens du manoir pour faire le transport qui se composa de 4 charrettes. La route est longue de Pédernec à Pontrieux, mais les étapes sont d'autant plus courtes que les auberges sont nombreuses. Nos convoyeurs de paille ne manquèrent pas de s'y désaltérer, ils avaient tous une bonne descente de gosier. À Pontrieux, une fois livraison faite, on acheva la tournée. Et si au retour, les charrettes étaient vides, les conducteurs, en revanche, étaient pleins. Tant que dura le jour, ils chantèrent des chansons. La nuit venant, ils se firent plus silencieux. Comme ils traversaient le bourg de Brélidy, passé 11 heures, mon cousin Louis s'écria. « Gast, les filles de Brélidy avaient jadis la réputation d'être de fines danseuses de nuit. Est-ce que maintenant elles se couchent avec les poules ?»« Regarde plutôt, répondit le fils aîné de Kermateman. Car en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui dansent au clair de lune. » Il montrait du doigt, dans l'enclos du cimetière qui surplombait la route, des formes noires qui semblaient, en effet, onduler doucement comme des bretonnes qui dansent. Et lui dit un de ses frères, « Ce que tu prends pour des danseuses, ce sont les croix des tombes. Tu ne les vois bouger que parce que tu titubes, à moins que ce ne soient les cyprès qui se balancent sur les sépultures des nobles. » « C'est ce que nous allons savoir, lança le fils aîné de Kermateman, en se précipitant sur les marches de l'échalier qu'il enjamba d'un bond. Il disparut derrière le mur du cimetière, et le convoi fit une pause en attendant qu'il revienne. Quand il reparut, un instant après, il froissait ce qui semblait être une coiffe blanche dans sa main. « J'avais raison, clama-t-il. Seulement voilà, l'occasion est perdue. Les jolies danseuses de la nuit se sont envolées. » Ce disant, il fourrait la coiffe dans sa veste. Le convoi reprit la route de Pédernec. Tout le long de la route, ensuite, on l'entendit qui se répétait à lui-même. « Jolie fille, viens à Kermateman réclamer ta coiffe. Jolie fille, viens à Kermateman réclamer ta coiffe. Jolie fille,
Quand les bêtes furent dételées et les charrettes calées dans la cour du manoir, chacun alla se coucher. On était abruti de boisson et harassé de fatigue. Le fils aîné lui-même dormait debout. Cependant, il ne gagna son lit qu'après avoir religieusement rangé la coiffe dans un coin de son armoire. Au réveil, ce fut encore à elle qu'il pensa tout d'abord. En faisant tourner la clé de l'armoire, il disait, reprenant le refrain de la veille, « Jolie fille, viens à Kermateman. » Mais le battant à peine ouvert, il poussa un cri de stupeur, d'angoisse, d'épouvante. À la place de la coiffe blanche en toile fine, il y avait une tête de mort. Le fils aîné était pâle. Tout à coup, il dit avec colère, tout en faisant mine de rire, « Ça, c'est un vilain tour que quelqu'un a voulu me jouer. Oh diable, cette supercherie !» Déjà, il avançait la main pour saisir la tête et la lancer au dehors. Mais à ce moment, les mâchoires s'entr'ouvrirent hideusement et l'on entendit une voix qui ricanait. « J'ai fait selon ton désir, jeune homme. Je suis venu te réclamer ma coiffe. » Je vous promets que le fils aîné de Kermateman ne riait plus et que la colère lui était passée. Sa mère, qui se tenait derrière lui, le prit par la manche de sa veste. « Tu t'es comporté comme un fripon, murmura-t-elle. Tu vas, s'il te plaît, te rendre de ce pas au presbytère. Il n'y a que le vieux recteur qui puisse arranger tout cela. » Le jeune homme ne se fit pas dire deux fois. Il n'était que trop pressé de sortir de ce mauvais pas. Une demi-heure après, il amenait le recteur. Le digne prêtre esquissa quelques signes de croix, marmonna quelques paroles latines, puis, prenant la tête de mort, il la mit entre les mains du jeune homme. « Tu vas, commanda-t-il, la rapporter au charnier de Brélidie d'où elle est venue. Tu l'y déposeras au coup de minuit. Seulement, tu auras soin de te faire accompagner d'un enfant non encore baptisé. Godker-Rodrin, du hameau voisin, a précisément accouché la nuit dernière. Rends-toi d'abord chez elle et demande-lui, de ma part, qu'elle te confie son nouveau-né. Les morts n'ont pas le droit de priver un enfant du baptême. Dieu te donne la grâce de réparer ta faute. » Le soir même, Joson de Kermateman-Braz repartait pour Brélidie, une tête de mort dans une main, un nouveau-né sur l'autre bras. Ah, ça par exemple, il ne fredonnait plus « Jolie fille, viens réclamer ta coiffe ». Comme on dit, il n'en menait pas l'arche. Néanmoins, il marchait vite, et à minuit sonnant, il réintégrait la tête de mort dans le charnier d'où elle était venue. Le lendemain, le jeune homme assista le nouveau-né de Godker-Rodrin sur les fonts baptismaux en qualité de parrain. Mais les semaines suivantes, il ne fit que dépérir.
l'eau miraculeuse de la fontaine Sainte-Marguerite et le saint guérisseur de la chapelle Saint-Nicolas n'y firent rien. On l'amena au pardon de Saint-Yves, on fit venir un guérisseur des Monts d'Arrée, rien ne pouvait soulager son mal. La morte à la coiffe voulait son âme. La mort l'avait regardé de trop près. Il ne passa pas l'année. On dit que par les nuits sans lune, il y a une femme avec la coiffe de Brévilly dans le cimetière de Pédernec. Mais heureusement, personne ne l'a vue et c'est tant mieux.